Je projette sur l'autre ce qui, en moi, est tellement proche de moi ou tellement inacceptable que je ne peux le découvrir qu'en désignant cet autre comme coupable d'incarner ce que je m'interdis d'être. Quand ce qui m'habite si fort est interdit avec une force équivalente, il y a éruption. Celui qui passe dans mon champ de perception est alors éclaboussé et me permet ainsi de me décharger de l'inacceptable à mon sujet. Je jouis alors de voir l'autre incarner ce mal que je n'accepte pas en moi et qui me permet de jouir d'être celui qui dénonce cet inacceptable et ainsi reprendre mon pouvoir sur cela. Accuser l'autre et le mettre dans une case me permet de jouir du rôle qui me distancie de l'insupportable à mon propre sujet. Il est important de se rappeler qu'inévitablement, nous sommes chacun la surface projective des autres. Stefan Schillinger. Je suis devant le soleil couchant dans un endroit paradisiaque, clairement, en train de vivre des choses intérieures à la fois très très belles et en même temps très 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 violentes, qui me décident à m'adresser à vous enfin ce soir. J'ai la sensation d'avoir énormément de choses à vous transmettre. Je pense que cette vidéo, c'est juste la première d'une série de vidéos dans lesquelles j'envisage de vous transmettre des éclairages, j'espère, utiles, avec l'intention de vous aider peut-être à sortir de cette mélasse épaisse dans laquelle on baigne depuis bien trop longtemps maintenant. Et cette première vidéo, elle est là pour poser le décor, un peu comme un fourre-tout initial, le premier cri que fait pousser la vie. Et je prendrai le temps de transmettre petit bout par petit bout et de façon plus structurée de nombreuses réflexions plus détaillées par la suite. Je suis également en train de commencer à monter un programme de cours d'astrologie, de ma pratique en tout cas de l'astrologie, puisque vous êtes nombreuses et nombreux à m'avoir posé la question ces derniers temps. Je vous en dirai plus le moment venu, bien sûr. Et puis j'ai aussi également des projets de livres sur le feu qui prennent plusieurs formes. Et tout ça va prendre du temps, bien sûr, mais avec un soleil en maison 9 et une lune en maison 3 au natal, la transmission revêt une importance capitale dans mon parcours, c'est peu de le dire. Alors voilà, ça fait très longtemps que j'ai pas ressenti, je vais oser dire, de la joie, cette joie à l'égard de la vie, et cette volonté de transmettre qui y est associée, et ce malgré une prise en compte toujours plus consciente et grandissante de l'état du monde, de l'état de l'humanité, je devrais plutôt dire, parce que quand je vois le monde autour de moi, la planète, elle va très bien, elle est magnifique. Et des différentes crises qu'on est en train de traverser collectivement. Je me retire pas de la matière du tout. La joie dans laquelle je suis, elle est lucide. Et c'est pas un synonyme d'euphorie, c'est pas un synonyme d'éveil spirituel ou je sais quelle autre appellation religieuse ou commerciale. La joie, pour moi, elle est plutôt synonyme de tranquillité. Ça fait un petit moment que ça dure maintenant, suffisamment en tout cas pour que je me lance dans ce partage qui semble important à ce stade de ma vie. Car je crois que cette joie, ce que je pointe du doigt en tout cas, beaucoup cherchent comment l'atteindre durablement. Qui ne veut absolument pas dire, et c'est aussi pour ça que j'enregistre cette vidéo aujourd'hui, parce que j'ai vécu quelque chose de très très dur aujourd'hui, ça veut pas dire que tout est facile et fluide tout le temps, comme si on avait un état à atteindre et qu'une fois qu'on l'a atteint, ça y est, c'est fini, il n'y a plus d'efforts à faire, il se passe plus jamais rien de dur, comme si on pouvait se reposer à partir de là pour toujours. Disons que lorsque le marasme revient, on s'en sort plus rapidement et on s'y identifie moins longtemps. Et ces périodes de marasme, elles sont du coup, je pense, plus rares et plus courtes. Je me suis jamais vraiment permis de parler de moi sur cette chaîne parce que, ou alors très succinctement, parce que je suis issue d'une formation universitaire en psychologie et qu'à l'université, on nous forme au transfert en appuyant bien sur l'idée qu'il ne faut en aucun cas que les personnes
que l'on accompagne, donc les patients, soient au courant de qui on est. Sinon, le transfert n'est pas possible. Et le transfert, en 2 mots, c'est le fait de laisser l'autre projeter sur soi ses enjeux affectifs non résolus. Le transfert, ça fait que toute émotion ressentie envers votre thérapeute correspond peu ou prou à ce phénomène. Et il en va de même de l'autre côté avec ce qu'on appelle le contre-transfert, c'est-à-dire le thérapeute, le psy, l'accompagnant, qui lui aussi peut transférer tous ces enjeux propres non résolus. À la fac, en tout cas dans les 2 facs où j'ai été formée, on nous forme au transfert mais sans vraiment nous autonomiser là-dessus, comme si c'était finalement la seule manière conforme de pratiquer. Sans doute aussi parce que mes formateurs étaient pour la plupart des psychanalyses de cœur. Et voilà, moi depuis quelques mois, j'acte de plus en plus clairement mon autonomie vis-à-vis des officiels, et notamment des structures universitaires, et particulièrement du coup de la psychanalyse, en tout cas dans sa forme classique. Et je fais le choix conscient de ne plus utiliser le transfert en consultation. Mais pour être capable de prendre cette décision, il a fallu que je sois au clair sur ce que c'est le transfert, que je l'expérimente au-delà de la théorie, que j'expérimente ses intérêts mais aussi ses limites. Alors j'ai décidé de commencer cette série de vidéos là-dessus pour vous parler justement du transfert, car c'est la base de tout, dans le sens où c'est le processus qui nous empêche souvent de sortir de nos souffrances psychologiques, simplement parce qu'on ne le connaît pas, on ne sait pas le repérer, et du coup on le confond avec le réel, car il s'agit d'un processus relationnel qui n'est absolument pas réservé qu'aux professionnels aidants et thérapeutes. Le transfert, il est présent dans absolument toutes nos relations, dès lors qu'on ne les vit pas en conscience. C'est-à-dire, pour être honnête, dans 99% des cas. On transfère partout et tout le temps sur tout le monde, en fait, ou quasiment. Et ça peut être un outil thérapeutique très efficace, à condition, comme je l'ai dit, finalement, de vraiment savoir très clairement de quoi il s'agit et comment est-ce qu'on l'utilise, et donc de l'utiliser de façon cadrée et éthique. Mais beaucoup de personnes qui se disent thérapeutes l'utilisent sans même savoir ce que c'est, voire pire, sans même savoir qu'elles l'utilisent, ce qui peut être dévastateur dans un cadre d'aidant. Quand je dis ça, je leur jette pas la pierre, j'ai fait pareil pendant un moment. Je l'ai subi aussi, dans l'autre sens, en tant que patiente, pendant quelques années, avec une psychologue, donc bien formée, bien diplômée, que j'ai consulté et qui a très très mal géré son contre-transfert, ce qui a été pour moi, patiente, dévastateur, vraiment. Je l'ai très très mal vécu, beaucoup subi en fait. Et je prends parti de commencer mon témoignage par cette expérience pour illustrer clairement ce qu'est ce mécanisme et pourquoi il peut s'avérer dévastateur quand mal géré par le psy, par le thérapeute. Et donc j'ai consulté cette psychologue, j'ai commencé à la consulter en 2017. Ça a duré avec cette psychologue quelques mois, puis j'ai arrêté. Puis je l'ai revue après aller très très mal. Et je l'ai revue aussi je l'avais aussi en tant que psychologue pendant ma grossesse. Et pendant cette grossesse, elle s'est rendue extrêmement disponible pour moi. Et puis là, elle a dérapé. Elle a commencé à m'offrir des cadeaux, à s'intéresser finalement à ma vie privée et à se mettre dans le rôle de ma mère. Moi j'ai marché évidemment parce que j'en avais besoin, ça me nourrissait à ce moment-là. Sauf que à un moment donné, ce contre-transfert-là a pris fin d'une certaine manière, ou en tout cas, il a évolué vers une situation où elle a fini par me demander, moi, thérapeute, de lui proposer des séances. Et donc, c'est ce que j'ai fait. Je lui ai proposé une séance d'astrologie et également à un de ses patients sur lequel elle avait des vues et une attirance sexuelle en l'occurrence. Et je me suis un peu retrouvée piégée là-dedans, dans une sorte de triptyque malsain et toxique, mais qui, bien sûr, était aussi en lien avec ma propre histoire. Et ça, je suis en train de m'en rendre compte au moment où je vous le dis, parce que j'ai eu la journée où j'enregistre cette vidéo, donc aujourd'hui, des réminiscences
en lien avec des thématiques incestueuses, maternelles. Et donc il y a eu tout un processus qui a pris plusieurs années avant que j'arrive à prendre conscience de toute cette histoire qui est la mienne. Ce contre-transfert que cette psychologue a très mal géré, c'est-à-dire ces sentiments qu'elle a eus à mon égard, de vouloir me protéger comme si elle était ma mère, etc., ont été, comme je l'ai dit, dévastateurs, puisque au moment où elle m'a demandé de devenir en gros sa thérapeute, tout ça s'est effondré, et donc j'ai perdu ma mère une deuxième fois, puisque il y a eu un premier abandon de ma réelle mère, ça je vous en reparlerai. Et j'ai eu un autre processus de deuil à faire, enfin voilà, ça a été vraiment dévastateur. Alors d'une certaine manière, on pourrait se dire, enfin en tout cas moi j'arrive à me le dire avec le recul, que c'était tant mieux que j'ai vécu ça avec elle. Et je peux même aujourd'hui l'en remercier, je lui en veux pas du tout et c'est ok, mais parce que aussi j'ai fait du travail sur moi et que justement j'ai conscience de ce que c'est le processus de transfert aujourd'hui. Mais à l'époque je l'avais pas. Et donc je l'ai vraiment subi et ça a été... ça m'a engouffré encore plus dans des espaces de dépression, de sentiments de solitude et d'abandon. Cet exemple pour moi, il est marquant parce que le psychologue, si vous lui faites confiance au point où vous lui racontez toutes les pires choses qui vous sont arrivées, etc., vous vous attendez à ce que lui, de son côté, il gère les choses et il sache ce qu'il est en train de faire, ce qui n'était pas du tout le cas de cette personne. Donc moi, avec le recul aujourd'hui, je suis capable de la remercier et de me dire heureusement que ça m'est arrivé parce que je suis capable de savoir ce que c'est le transfert et de ne pas reproduire ça avec d'autres personnes. Mais ça peut vraiment briser des vies, en fait, de ne pas gérer un transfert, et en l'occurrence un contre-transfert. C'est pourquoi je me permets de commencer encore une fois cette série de vidéos là-dessus. Et donc une fois au clair sur ce que c'est le transfert, et c'est difficile en même temps de le définir, je vais poser une définition que j'ai trouvée assez claire. Je vais vous l'afficher à l'écran plutôt que de vous la lire, ça me paraît plus pertinent. Chaque fois qu'une personne accorde une grande importance à une autre, elle l'investit de pouvoirs qui ont une portée réelle sur sa vie. Elle voit en elle un obstacle infranchissable ou un moyen essentiel à certaines satisfactions. Cette perception est le reflet des relations qu'elle a vécues par le passé avec ses parents. Le transfert est donc un phénomène qui se présente partout dans notre vie et qui touche la plupart de nos relations avec notre entourage. Que nous le reconnaissons ou non, nous établissons un lien transférentiel avec la majorité des personnes à qui nous accordons de l'importance, qu'elles soient présentes dans notre vie familiale, amoureuse, professionnelle ou sociale. Michel Larrivé. Avoir conscience de ce que c'est théoriquement, ça ne va pas vous permettre de savoir ce que c'est. Il y a vraiment une notion d'expérimentation aussi. Et donc une fois au clair sur ce que c'est que le transfert, et une fois capable de repérer la plupart des moments où je transfère, alors je peux commencer à m'atteler à cette tâche difficile qui est le retour au réel, le retour à soi. Et j'ai mis un certain temps, moi, à organiser mes idées et mettre mes compréhensions de la psyché en lien avec mon propre parcours, pour au bout du compte en tirer une certaine conceptualisation, notamment astrologique, puisque c'est ce que je partage majoritairement sur cette chaîne, et puis donc pour commencer ce travail de transmission. Donc j'ai décidé de me prendre moi-même en exemple, de prendre mon parcours en exemple, car je connais personne de mieux que moi. Je suis ainsi le meilleur exemple que je puisse vous donner, car je connais mes failles, je connais mes zones d'ombre, je connais mes faux récits, etc. Et c'est une bonne manière de vous illustrer les choses en fait. Et donc voilà, en cette année 2025, je vais vous dire, même si aujourd'hui j'ai franchement vécu un putain de retour en arrière et ça me fait rire là, mais ça a été dur. Je sors d'un gros tunnel noir que j'ai mis 7 ans à traverser. Parce que depuis 2017, j'ai eu la sensation de mourir plusieurs fois. Et aussi, d'ailleurs, je dois le dire, l'envie de mourir. Du moins, j'ai cru que Amélie voulait mourir, mais c'était beaucoup, beaucoup plus subtil que ça. Et pour comprendre tous les enjeux impliqués, j'ai pris le parti de décortiquer les choses une par une en me basant sur 2 cycles astrologiques, mais en fait 3. Celui de Chiron, donc le cycle chironien, le cycle nodal, celui des nœuds lunaires, et le 3e que je vais ajouter, celui des lunes noires. Donc ça va me prendre un peu plus de temps. Et l'intérêt de faire cet exercice, c'est de vous partager, comme je le disais, un exemple très concret
vivant, pour le coup, et très incarné, puisque je parle de quelque chose que j'ai vécu, de ce que peut donner aussi l'intrication de plusieurs cycles astrologiques, tout en prenant ce récit comme prétexte pour vous parler plus largement de psychologie. Donc autant dire que je m'apprête à gravir un petit Everest en bon ascendant Capricorne avec ce projet de transmission, mais allez, c'est parti. Il va sans dire que je m'apprête à m'exposer personnellement. Donc je vais vous demander dans cette série de vidéos, en échange de me faire preuve de respect. Donc je me permettrai le droit de supprimer toute interaction irrespectueuse, ça va de soi. Et alors tout démarre avec Chiron. Et vous allez le voir, c'est le cœur du sujet, Chiron. C'est la blessure primordiale, ça je le dis toujours, qui va créer ce qu'on peut appeler une névrose. C'est une souffrance psychique sans cause organique détectée. Pour le dire encore autrement, l'origine de la plupart de nos névroses, c'est Chiron en astrologie. Et vous l'aurez sûrement déjà entendu ailleurs, a priori, en Occident, on est toutes et tous névrosés. J'aborde pas ici, en tout cas aujourd'hui, le cas particulier des psychotiques et des pervers. Pourtant, il y aurait beaucoup de choses à dire aussi, mais qui sont les deux autres structures psychologiques proposées par Freud initialement. Je vous conseille aussi à ce sujet un ouvrage d'Annie Robert Dufour, si je dis pas de bêtises, c'est ça, qui considère que l'on est en train de passer de l'ère des névrosés à l'ère des pervers en ce moment même. C'est une lecture qui m'a beaucoup inspirée, qui m'a fait du bien aussi quelque part, que j'ai lu dans les mois précédents. Je vous mettrai le lien. Un autre synonyme que l'on peut donner du mot névrose, c'est égo. L'ego, c'est la névrose. La névrose, c'est l'ego. Et tout cela est contenu, donc, dans la plupart des cas, c'est pas exclusif, dans Chiron, en astrologie. Donc si on s'identifie à l'ego, on s'identifie à Chiron, à notre blessure primordiale. Et donc on perd de vue notre véritable être. Car l'ego, la névrose, et donc Chiron, s'oppose à l'être, avec un grand E, et donc au réel. Or, si l'on vit par rapport à notre ego, par rapport à Chiron, on ne vit pas dans le réel. On est dans un fantasme, une projection, un transfert. Donc tout démarre avec Chiron. Dans la prime enfance, en tout cas en Occident, parce que c'est les enfants et les adultes occidentaux que j'étudie, chez la très grande majorité des êtres humains, il se passe quelque chose, même un événement tout à fait anodin, vu de l'extérieur en tout cas, qui va créer un traumatisme dans la tête du petit enfant. Ce traumatisme initial se construit dans une cellule très particulière, qui est la cellule familiale occidentale, là où l'enfant devrait, dans un idéal inadvenu, pouvoir remplir tous ses besoins affectifs auprès de qui il veut, quand il veut, et ainsi avoir plusieurs figures d'attachement. Eh bien, le petit occidental est cantonné à un tout petit espace affectif, confiné, avec, quand ça se passe à peu près bien, 2 adultes référents à l'intérieur de ce cocon, ses parents. Or, ces parents ne peuvent pas être disponibles 24 heures sur 24, et même s'ils l'étaient, ils ne pourraient pas avoir en leur possession toutes les ressources nécessaires pour que ce petit être en devenir puisse être complètement rassasié. Immanquablement alors, l'enfant va subir des carences affectives, et celles-ci sont à l'origine de sa construction psychique. Donc chaque enfant construit sa personnalité autour de ses carences initiales, et tout ceci est révélé, symbolisé en astrologie par Chiron. Ainsi, j'ai à cœur de dire qu'avec cette lecture, tout le monde, en tout cas en Occident, est potentiellement traumatisé. Et quand je vois l'ère des victimes dans laquelle nous nous trouvons aujourd'hui, je me dis qu'on a un vrai problème sociétal, culturel, vis-à-vis de ça. On est à un moment un peu étrange de notre parcours collectif, où chacun cherche à prouver qu'il est plus victime que son voisin. Et on assiste ni plus ni moins qu'à une guerre des égos, du coup, dans le sens où chacun cherche à montrer qu'il a un plus gros Chiron
que l'autre. Et il semblerait même que ce soit à la mode en Occident de s'identifier à notre chiron. Et alors on se crée toutes sortes de cases identitaires, d'étiquettes qui nous coupent tous et toutes de plus en plus du réel, du présent, du vivant. Et donc on vit dans nos fantasmes, nos représentations mentales, nos récits. Et donc on transfère sans cesse. Mais alors comment faire pour se rencontrer vraiment ? C'est-à-dire dans l'instant, dans l'être là, dans le qui nous sommes, et en osant sortir du transfert névrotique. Rencontrer l'autre sans projeter sur lui nos déceptions, nos manques, nos attentes, c'est sortir du transfert et c'est vivre dans le réel. C'est investir le réel, relationnel en l'occurrence, avec maturité et non plus dans des mécanismes de dépendance, d'affectivité et d'immaturité qui refusent l'autre tel qu'il est et souffrent de ne pas le voir, devenir comme on voudrait qu'il soit. Pour vous donner un exemple concret du comment faire, eh bien, je vous propose donc mon exemple personnel sur les vidéos à venir. Ça va prendre un peu de temps, j'ai beaucoup de choses à dire. Et donc, le comment j'ai fait moi pour me sortir de ces mécanismes, en tout cas la plupart du temps, parce que comme je vous disais, j'ai pas encore tout résolu, j'en ai encore eu la preuve aujourd'hui. Voilà. C'est vraiment magnifique cet espace dans lequel je suis. Ça me fait du bien. Ça me ressource. On se retrouve dans les autres vidéos. Si vous le voulez, bien sûr, je vous impose rien. Avec mon exemple personnel, mon parcours, en tout cas celui qui a été le mien jusqu'à présent, une partie, parce que je ne peux pas non plus tout vous révéler, c'est pas utile, mais... et avec en parallèle, c'est aussi ça qui est intéressant bien sûr, l'étude des cycles chironiens, nodal et lune noire, mais aussi saturnien, plutonien, lunaire, uranien. Et à la fin, en fait, quand j'aurai réussi à faire une synthèse, notamment de ce qui m'est arrivé là ce week-end, l'expérience des lunes noires. Et là aussi, il y a beaucoup de choses à dire. Voilà. Je vais vous montrer un petit peu où je suis. Ça en vaut la peine.